commence. Vas-y, si tu veux, c'est parti. Alors voilà, je suis avec Gérard, l'auteur, le fameux Gérard Fouché du mini-show, l'auteur des secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. Et là, on est là pour la sortie du manifeste des économistes déterrés. Ah, c'est pour ça. Oui, Ah, oui, c'est aujourd'hui, jeudi Ouais, 6 juin. Ouais. Donc voilà, la première question que je voulais te poser, c'est t'es pas économiste, et pourtant tu écris beaucoup sur l'économie, sur la monnaie, et de façon vraiment très académique à ce point. Alors, comment t'es venu à t'y intéresser, et puis voilà, pourquoi tu écris sur la monnaie en particulier? J'ai toujours été intéressé par la monnaie, par l'argent, par le fait d'en gagner ou de pas en gagner. Depuis que je suis tout petit, j'ai un rêve, c'est de faire fortune, de produire quelque chose, de monter des entreprises, de produire, quoi. Et donc je me suis toujours posé cette question-là du mystère de la monnaie. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre d'où venait l'argent. Alors quand j'étais petit, mon père allait, quand on partait en vacances, il allait à la banque chercher de l'argent. Et donc je me souviens un jour quand on était en vacances justement, et ma mère voulait retourner au restaurant, je sais plus. Et ma mère m'a dit non, on peut pas aller au restaurant, on n'a plus d'argent. Et j'avais répondu, il y a qu'à aller à la banque. Parce que pour moi, c'était la tirelire où on allait chercher de l'argent, et c'était facile, quoi, c'était pas compliqué. Et en fait, je m'aperçois maintenant avec le recul et les analyses que je fais maintenant, donc je comprends un peu qu'est-ce que c'est que la monnaie et d'où elle vient. Je m'aperçois qu'effectivement, quand on a besoin d'argent, il faut aller à la banque. Il faut aller en chercher. Le système monétaire est ainsi fait que si on veut avoir non plus des billets comme avant, mais des chiffres sur notre compte en banque, il faut aller les demander à la banque, à une banque. Ou il faut que quelqu'un les ait demandés dans une banque pour qu'on puisse nous en avoir, que ce quelqu'un les dépense ou nous paye pour qu'on ait des outils d'échange. Donc voilà, quand j'ai commencé à faire des recherches, en particulier sur Internet, et puis dans les librairies, dans les bibliothèques, pour essayer de comprendre le mystère de la monnaie, parce qu'il y a un vrai mystère au cœur de la monnaie, j'ai eu l'impression, enfin, de m'approcher de ce que j'avais toujours eu envie de connaître depuis que je suis gamin. Voilà l'histoire. D'accord. Et du coup, on est venu à écrire ce livre, Les secrets de la monnaie, et dans lequel tu livres en fait une analyse de la crise financière actuelle. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, forcément, parce que au bout de 2-3 ans de recherche, j'ai réuni beaucoup de documents, beaucoup de bouquins. Là, on les voit pas, mais là, on est au-dessus de nous. Là, il y a des étagères remplies de bouquins, dont tout un rayon qui parle que de monnaie, d'économie, etc. Donc, j'ai lu tout ça. J'ai regardé des quantités de vidéos sur Internet. J'ai lu des tas d'articles universitaires, en anglais, en français, des choses compliquées, etc. Et puis, au bout de 2 ou 3 ans, je me suis aperçu que j'avais découvert des choses qui avaient une importance sociale capitale, et dont personne ne parlait. Voilà, quand je regardais la télévision, et encore maintenant quand je regarde la télévision, moins quand je lis des articles écrits par des anglo-saxons, parce que ça commence à pointer son nez. Mais bon, quand je regarde les chaînes françaises ou même européennes, je m'aperçois que la monnaie n'est pas encore au centre du discours social, du discours à propos du chômage, du discours à propos de la meilleure manière ou une manière possible de sortir de la crise. Et donc je m'aperçois que nous sommes un peu comme des fourmis dont la fourmilière aurait reçu un coup de botte, et donc c'est la panique à bord, mais on ne sait pas d'où vient le coup de botte. On ne connaît pas la racine de la panique. Et donc après 2 ou 3 ans de recherche, je me suis aperçu que je pouvais mettre le doigt sur les racines de ce qui se passait. Et donc je me suis dit, il faut que donc j'ai fait un petit programme sur Internet, sur YouTube, qui s'appelle le mini-show, où j'ai commencé à parler un petit peu à ma façon de ces phénomènes-là et à les expliquer. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de visionnages, beaucoup de visiteurs, beaucoup de spectateurs, et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment, avec toute la documentation que j'ai, d'analyser, de synthétiser et d'en faire quelque chose
en français, le premier ouvrage en français qui parle de la monnaie, des mystères, des secrets, je vais appeler les secrets de la monnaie. Et ça débouche sur quelque chose de très très important pour nous au présent, pour le futur de nos enfants, pour le futur de la planète en général, parce que le système monétaire a des ramifications dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'écologie, évidemment de l'économie, évidemment des inégalités, évidemment de la richesse, de la finance, etc. Et donc l'analyse des secrets de la monnaie débouche sur une façon de changer beaucoup les choses. Et moi, mes conclusions, c'est que le centre névralgique d'une société, c'est la façon dont la vie est gérée. Or, la vie, ce sont les échanges que nous faisons les uns avec les autres. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre si je ne produis pas quelque chose pour quelqu'un. Et cette personne ne peut pas vivre si elle ne reçoit pas quelque chose des autres. Et donc, tous ces échanges-là, puisque nos sociétés sont complexes et que nous avons besoin de beaucoup de choses différentes pour assurer notre vie quotidienne, ces échanges-là sont matérialisés par des flux monétaires. Nous échangeons des biens, des services, des salaires, des honoraires, etc. On se paye, on se vend. Et simultanément, et en sens inverse de ces échanges de biens réels, il y a des échanges de chiffres, des échanges comptables, qui font que quand je vends quelque chose à quelqu'un, ou quand je reçois quelque chose, ma comptabilité augmente quand je reçois, et la comptabilité de celui qui m'a donné diminue. C'est-à-dire que si on me donne des biens réels, la richesse apparente de la personne en chiffres, en comptabilité, augmente. C'est la contrepartie de l'échange de biens réels. Enfin bref, tous les échanges donc qui nous sont indispensables pour vivre sont matérialisés par des échanges comptables, par des échanges de chiffres, et ces échanges de chiffres, c'est ça la monnaie. Donc quand je me suis aperçu que la nature de la monnaie, c'était des échanges de chiffres pour matérialiser nos échanges de biens réels, surtout, que c'était surtout ça, il y a d'autres fonctions aussi, mais la fonction principale c'est ça, c'est de matérialiser nos échanges, les échanges nécessaires à nos vies quotidiennes. Je me suis dit, peut-être qu'en changeant les règles, qu'en changeant la façon dont ces chiffres-là sont créés, sont distribués dans la société et sont échangés entre nous, eh bien peut-être qu'en changeant ce petit détail-là, on pourrait changer la façon dont nous interprétons. Ah, c'est plus qu'un petit détail quand même. Non, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus qu'un petit détail, mais c'est quelque chose de capital et d'extrêmement puissant. Mais en même temps, c'est pas très visible. C'est pas très visible parce qu'il faut faire. C'est difficile de faire la relation entre des chiffres immatériels sur des relevés de banque ou sur des écrans d'ordinateur et le fait que nous soyons obligés d'aller piller des pays en voie de développement pour avoir des ressources moins chères que si on les payait au prix fort. C'est difficile de faire la relation entre l'un et l'autre. Et pourtant, il y a une relation très, très claire et très, très importante, très vivante. D'accord. Donc c'est pour ça que le sous-titre de mon bouquin, Les secrets de la monnaie, c'est « Changer la monnaie pour changer le monde ». Parce que, voilà, il y a d'autres choses à changer, évidemment, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'essentiel. D'essentiel, de difficile à détecter, et il se trouve que, et de difficile à comprendre. Et donc il se trouve que, voilà, il y a une partie de la population qui a très bien analysé, qui a compris justement les effets de ce gène sur l'ensemble de l'être social, et qui l'a dessiné de manière à ce que ça profite aux uns et pas aux autres. Donc, c'est capital que les autres comprennent la nature du gène, de manière à pouvoir, de leur propre volonté, le modifier de manière à ce que ça profite un petit peu aux autres aussi. Donc, avec les secrets de la monnaie, tu as fait un travail pédagogique très important. Et là, ce manifeste des économistes déterrés, c'est plus un travail académique, un travail vraiment d'économistes spécialistes. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses apporter à la pensée économique actuelle avec ce manifeste en fait, qui sort aujourd'hui? Des informations récentes qu'ils n'ont pas, qu'ils ne possèdent pas.
qu'ils D'accord. n'ont pas trouvé ou qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver. Voilà, ça m'a énervé quand j'ai fait mon bouquin, de voir que quand je faisais une conférence et que j'abordais des gens qui n'y connaissaient rien, mais qui avaient envie d'apprendre, Mhm. j'arrivais en 1 heure et demie ou 2 heures à leur expliquer d'une manière très à la fois analytique, synthétique et concise la nature du système existant Mhm. et les solutions possibles. Et je me suis aperçu qu'avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ces questions-là, mais qui avaient envie de les comprendre, la, la lumière était claire, la vérité, enfin les tenants et les aboutissements, les intérêts et les spoliations apparaissaient tout de suite au grand jour. Mhm. Par contre, quand j'écoute les discours, les conférences, les colloques des spécialistes de ces questions-là, je m'aperçois que le fait qu'ils aient étudié pendant 12 ou 15 ans le domaine précis de l'économie, dans lequel, au niveau universitaire, la monnaie est quelque chose de très accessoire, la monnaie, la création monétaire, la distribution de la monnaie et le crédit bancaire sont des choses très accessoires dans le cursus universitaire habituel, en tout cas en France. Je me suis aperçu qu'il y avait un point aveugle très important et très destructeur, très grave pour le reste de la société, chez les spécialistes qui pourraient justement, s'ils étaient conscients du problème, de ces questions-là, qui pourraient justement avoir le poids nécessaire, médiatique et politique, d'influencer les décisions des gens qui prennent précisément les décisions au niveau politique et financier. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait ce point aveugle-là, et donc j'ai eu envie de faire des recherches supplémentaires, d'aller encore plus loin que ce qui m'avait permis d'écrire le bouquin grand public, et d'aller chercher quel était l'état de la recherche économique, quel était l'état de la pensée économique, là, en ce moment. D'accord. En avril, mai, juin 2013. Et je suis tombé sur des économistes de grand renom, pas que des anglo-saxons, il y a des Allemands, il y a des Américains, il y a des Australiens, des gens qui se sont aperçus que les techniques que nous employons en ce moment pour essayer de relancer l'économie, donc de sortir de la crise, ne fonctionnent pas. En particulier le fait de renflouer les banques en espérant que les banques vont recommencer à prêter et donc recommencer à créer de la monnaie. Mhm. Donc c'est ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on essaye de recréer de la monnaie pour relancer l'économie, mais on ne remet pas en question le fait de créer de la monnaie par de l'endettement supplémentaire. Donc c'est une absurdité certaine à essayer de relancer une économie au moyen d'une monnaie émise par la dette, alors que c'est précisément le fait d'émettre la monnaie par la dette qui a fait la crise dans l'économie. Oui. Bon. Donc une fois qu'on a compris cette absurdité-là, ce qui est le cas des économistes dont je parle dans le manifeste des économistes déterrés, une fois qu'on a compris ça, on cherche d'autres solutions. Et donc ces gens-là ont cherché d'autres solutions, en particulier dans les économistes des années 30, qui eux avaient pris la crise de 1929 de plein fouet, et qui eux-mêmes avaient fait le même raisonnement, à savoir, renflouer les banques, ça marche pas très bien, il faudrait essayer de faire autre chose, et qui avaient proposé des solutions à l'époque, en 1930, 34, 36, etc. Et qui n'avaient pas été écoutés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, parce qu'à l'époque il suffisait pour le pouvoir bancaire et financier de faire parler plutôt un tel que un tel ayant des idées favorables au système existant, un tel 2 ne les ayant pas, il suffisait de choisir le bon, de manière à ce que le pas bon soit oublié. C'est ce qui s'est passé. Des gens comme Irving Fisher, comme Henry Simons, comme même Keynes ou Friedman, qui en avaient parlé à l'époque, dans les années 30-40, qui avaient parlé des solutions que je propose dans ce manifeste, c'est des solutions différentes qui ont été adoptées de manière à ne pas bousculer le principe existant de l'enrichissement par le crédit bancaire et la création monétaire. Donc quand j'ai découvert les travaux de ces économistes de pointe, là, hétérodoxes, donc de ces derniers mois, et que j'ai découvert qu'ils reprenaient les travaux ce que j'appelle des grands anciens, c'est-à-dire ceux qui en avaient déjà parlé dans les années 30, qu'ils reprenaient ces travaux-là en les adaptant à notre économie actuelle et en les prolongeant, en allant presque plus loin, forcément, puisque les choses ont évolué.
eh bien j'ai eu envie d'écrire un papier quasiment universitaire pour donner l'état de la recherche économique de pointe actuellement. Et essayer de communiquer ça à nos économistes nationaux qui apparemment sont pas encore au courant que ces recherches-là existent. D'accord, très bien. Donc quelles sont justement ces solutions qui sont proposées sur la base des économistes des années 30-40, avec une analyse plus actuelle de la situation? Il y a deux remises en cause fondamentales. Il y a la remise en cause de la création monétaire par le crédit bancaire, c'est-à-dire de la création de monnaie secondaire par le crédit bancaire. Et il y a la remise en cause de la distribution monétaire elle-même. À qui on distribue de la monnaie. Donc bon, pour comprendre ça en deux mots, en gros, il y a deux types de monnaie. Il y a la monnaie d'État, qui peut être créée soit par l'État, soit à la Banque centrale, qu'on appelle la monnaie de base. Voilà, cette monnaie de base, elle sert exclusivement aux échanges entre banques. Les banques ont un système de compensation pour leurs transactions quotidiennes qui sont effectuées par le grand public. Mais quand le grand public fait des échanges de banque à banque, les banques ne se payent pas de monsieur A à monsieur B et l'autre banque de monsieur B à monsieur A. Les banques se payent seulement la différence entre les deux échanges de monsieur A et de monsieur B. Donc en fait, elles n'ont besoin que d'une toute petite quantité de monnaie de base, étant donné que statistiquement, les échanges d'une banque à l'autre sont à peu près les mêmes. Il y a un certain nombre de milliards qui circulent tous les jours, mais en gros, c'est presque à somme nulle. D'accord. Voilà, à peu de choses près. La petite différence, qui est de l'ordre de 10% à peu près, nécessite de la monnaie de base sur les comptes des banques, pas sur les comptes des particuliers. Cette monnaie de base, elle n'existe que, c'est-à-dire que chaque banque ordinaire, a un compte à la Banque centrale, et avec ce compte-là, les compensations quotidiennes sont effectuées d'une banque à l'autre. Et ces compensations-là ne sont effectuées qu'en monnaie de base. Donc il y a en gros un dixième de monnaie de base pour 90% de monnaie grand public. Or, la monnaie de base, elle est émise par l'État ou la Banque centrale. Par contre, la monnaie grand public, elle est émise par les banques ordinaires. Et elle est émise de quelle façon? Elle est émise à chaque fois qu'une banque ordinaire accorde un crédit à quelqu'un. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la masse monétaire qu'utilise le grand public est issue, au départ, de l'émission d'une dette par une banque. Donc, collectivement, nous sommes tous endettés. Nous sommes endettés au niveau personnel parce que si nous, personnellement, avons pris un emprunt, nous devons payer notre emprunt. Nous sommes endettés au niveau des entreprises parce que les entreprises sont dans la même situation, elles doivent emprunter pour avoir de la monnaie, pour payer leurs investissements, etc. Donc elles sont obligées de faire passer les intérêts dans les prix. Donc collectivement, on paye tout plus cher à cause des intérêts que les entreprises nous font payer, qu'elles sont obligées de nous faire payer. Et les États sont dans la même situation, en particulier en Europe, parce que les États ne peuvent pas créer leur propre monnaie, ils ne peuvent pas créer de la monnaie grand public, ils ne peuvent créer que de la monnaie de base par la Banque centrale. Et donc les États sont obligés d'emprunter aussi pour financer leurs dépenses et leurs investissements quand il y en a. Et donc ils sont obligés de nous facturer les intérêts qu'ils payent à nous, grand public, en impôts. Donc on paye les intérêts sur nos dettes personnelles, les intérêts sur les dettes des entreprises par le prix, et les intérêts sur les dettes de l'État par l'impôt. C'est le prix de la monnaie. Il s'est arrêté encore. Non, mais c'est en veille, en fait. D'accord, la ça continue caméra à marcher. dit. D'accord. Donc, moralité, nous payons un loyer permanent sur l'ensemble de la monnaie grand public qui nous est indispensable pour faire nos échanges quotidiens. Voilà. Donc, c'est ça, voilà, c'est ce processus-là qui a été dévoilé au grand jour en 1930 et les années suivantes par les premiers économistes qui avaient très bien compris ce système-là et qui avaient très bien compris que ça ne pouvait pas fonctionner. Que ça fonctionnait très bien tant qu'il était possible de payer les intérêts de la dette, sachant que la dette, c'est l'ensemble de la monnaie. D'accord ? Donc tant qu'il y a de la croissance, on peut payer un petit intérêt sur la monnaie qu'on utilise, mais quand il n'y a plus de croissance, ce qui est le cas en ce moment, ça commence à se voir. C'est-à-dire en croissance 2-3%,
la croissance est mangée par le paiement des intérêts. Par contre, à croissance zéro, on est en récession parce qu'il faut quand même continuer à payer les intérêts. Et ça devient impossible parce que les intérêts s'accumulent d'une année sur l'autre et donc connaissent une croissance exponentielle alors que la croissance est plate. Donc avec une production qui ne bouge pas, on ne peut pas payer des intérêts qui ont une croissance exponentielle. Donc il y a un moment où on ne peut plus payer les intérêts. Or, si on ne paye pas les intérêts et qu'on nous oblige à les payer, forcément il faut se mettre en récession. Et donc pour continuer à payer des intérêts alors qu'on est en récession, il faut serrer la vis. Et donc il faut de l'austérité. Donc les politiques d'austérité, ce sont des politiques de créanciers. C'est exactement le même principe que quelqu'un qui aurait prêté de l'argent à quelqu'un qui boit, et qui va lui dire maintenant tu arrêtes de boire, tu arrêtes de manger, mais tu continues à me payer. C'est ce que la Troïka, le FMI, la Troïka, l'Union Européenne, le FMI et la Banque, et la BCE vont dire aux pays qui n'arrivent plus à payer les intérêts sur leur masse monétaire. Ils vont dire, bon, non, là, vous arrêtez tout, vous ne dépensez plus un centime, le plus important, c'est nous, c'est les intérêts, c'est nous les créanciers. Et donc on vous envoie les huissiers. Voilà, c'est ce qui se passe. Et si vous ne pouvez pas payer, qu'est-ce qu'on fait quand on a un gars qui boit et qui ne peut pas payer parce qu'il ne gagne plus rien? On va lui prendre ses meubles. Donc là, c'est le rachat des biens publics par des sociétés privées. Et donc concrètement, par quoi passe cette remise en cause de la création monétaire et de la distribution Alors il y a la solution, elle est toute simple. Il faut qu'on trouve une alternative au fait de créer la monnaie par de l'endettement. Oui. C'est tout. Donc on peut dire, c'est pas compliqué, il suffit de créer de la monnaie sans qu'il y ait une dette associée. Il faut pas qu'on soit obligé d'emprunter de l'argent à la banque pour que la collectivité ait de la monnaie grand public. C'est ridicule. Parce que forcément, il y a un moment où on va plus pouvoir payer les intérêts, puisque notre masse monétaire, elle augmente sans arrêt. D'accord ? Bon, donc comment on fait ? Eh bien, il faut trouver un système qui nous permette de faire une transition entre le système existant, où toute notre monnaie est de la dette, et un système futur où il n'y aurait plus que de la monnaie permanente, non soumise à un intérêt, et qui circulerait de manière permanente entre les individus. Voilà, il y aurait une masse de chiffres qui seraient partagés entre tout le monde, toujours des riches, toujours des pauvres, évidemment. Mais il y a des gens qui ont plus ou moins de monnaie, beaucoup de monnaie, peu de monnaie, etc. Mais il faut imaginer un moyen que tout le monde ait suffisamment d'argent, l'État, les entreprises et les citoyens, sans qu'il y ait sans arrêt cette pompe permanente d'un intérêt à payer sur des chiffres immatériels. Voilà. Donc la solution que proposaient les grands anciens dans les années 30, c'était d'aboutir peu à peu à un système de 100% monnaie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait en gros un dixième de monnaie de base pour 90% de monnaie grand public. On n'avait pas donné les chiffres. Issus de la dette. Bon. Donc l'idée, c'est non pas d'être à 10 pour 90, c'est d'être à 100%. C'est-à-dire que le 100% monnaie consisterait à dire l'État ou un comité monétaire ou les citoyens eux-mêmes, après ce sont des décisions qui doivent être prises démocratiquement, étant donné qu'on est dans une zone commune, donc quelque chose, une entité quelconque, émet la monnaie pour la communauté, sans que ce soit par de la dette, et petit à petit, on remplace la monnaie dette par de la monnaie libre de dette, par de la monnaie de base, par exemple, qui sera à 100% la monnaie utilisée dans la société. Alors évidemment, on peut se poser la question, et c'est le réflexe traditionnel des économistes qui disent « Ah, mais vous êtes fous, le crédit, que va devenir le crédit ? Le crédit est indispensable pour l'investissement, pour la prospérité, pour la création d'entreprises, etc. » Oui, bien sûr. Mais si on demande à la plupart des gens quel est le métier de la banque, que font les banques, la plupart des gens vous répondent les banques, ils prêtent de l'argent aux gens en prenant l'épargne de ceux qui ont épargné. C'est-à-dire il y a des gens qui ont gagné des sous, qui les ont mis de côté, qui ont fait un petit pactole, voilà, un petit pécule, ils les mettent à la banque et ils disent voilà, moi je voudrais bien que ça fasse des petits, donc vous pouvez les prêter, et la banque prend cet argent-là et le prête à quelqu'un d'autre. Voilà. Et il y a beaucoup d'économistes, malheureusement, qui croient aussi que c'est comme ça que ça marche.
particulier un prix Nobel d'économie, Paul Krugman. Donc, alors que, en fait, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que les économies des gens ne peuvent exister que s'il y a eu une création de monnaie antérieure par une émission de crédit, donc monnaie plus dette associée. Cette monnaie-là se met à circuler, une fois que l'emprunteur l'a reçue de la banque, cette monnaie-là se met à circuler dans l'économie, devient de la monnaie sonnante et trébuchante, et à un moment donné se retrouve dans une autre banque, ou dans la même banque, et devient un dépôt. Et peut là devenir les économies de quelqu'un, l'épargne de quelqu'un. Mais il faut que cette monnaie-là ait été créée en amont par du crédit, et par de la dette associée. Donc c'est pas du tout, le métier de banque, c'est pas du tout de prendre les dépôts et de faire des emprunts, et de donner des emprunts. C'est de créer des emprunts qui deviennent des dépôts. Et on reçoit l'intérêt sur la monnaie, et on paye un petit peu les gens qui ont des économies. C'est ça le métier de banque. Donc là, les propositions des grands anciens, et donc des économistes hétérodoxes qui commencent là à émerger, à prendre la parole, c'est donc de reprendre petit à petit le rôle de création de monnaie bancaire aux banques, de le redonner à une entité décidée démocratiquement, soit l'État, soit un comité monétaire, soit les citoyens eux-mêmes, et que donc la nouvelle monnaie soit émise sans endettement associé pour remplacer la monnaie qui est actuellement issue de la dette. D'accord. Et donc il y a en particulier un papier d'un Allemand, Michael Kumhoff, que je cite abondamment dans mon travail, qui a détaillé vraiment toutes les étapes possibles, avec tous les bilans des banques centrales, des banques secondaires, etc. Qui a détaillé donc tout le processus, tous les processus de transition possibles depuis une monnaie dette vers une monnaie garantie à 100%. Alors, dans cette transition, il y a quelque chose que tu évoques dans le papier, le quantitative easing for the people. Alors, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu parler du quantitative easing, on peut peut-être rappeler ce que c'est. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ce QE for the people? QE for people. De quoi s'agit-il? Enfin Ouais. bon, voilà. Alors, c'est une proposition en fait qui a été faite par un économiste très très sérieux qui s'appelle Steve Keen, un des économistes les plus pointus là en ce moment, qui est australien et qui est écouté au plus haut niveau des organismes de conseil des décideurs, en particulier au Fonds monétaire international, au CDE, et dans des réunions, mais ça c'est tout récent, hein, depuis là, avril-mai 2013. Et donc cette proposition du quantitative easing for the people, elle vient au départ de l'échec du quantitative easing traditionnel. Alors qu'est-ce que c'est que le quantitative easing traditionnel? C'est ce qu'on appelle en français l'assouplissement quantitatif. Ça consiste à renflouer le bilan des banques avec de la monnaie de base. Sachant que la monnaie de base ne va jamais dans l'économie réelle, ne va jamais dans les poches des gens, ne va jamais dans le grand public. Elle reste dans l'économie bancaire, pour les compensations interbancaires. Et donc le quantitative easing consiste à rééquilibrer le bilan des banques. Parce que quand une banque a prêté beaucoup d'argent, c'est-à-dire a créé beaucoup de monnaie qui est partie dans la nature, je ne vais pas entrer dans des détails comptables complexes, mais c'est pas très complexe d'ailleurs, la monnaie que la banque a émise, elle figure à son passif, c'est une dette pour elle, c'est-à-dire c'est pour une banque, quand vous émettez du crédit, c'est de l'argent que vous avez donné à quelqu'un, que vous lui devez, vous lui avez donné, donc c'est une dette, c'est comme ça, c'est au passif. Et donc à l'actif, la banque, elle a, en compensation de cette monnaie qu'elle a donnée à un, entre guillemets, emprunteur, elle a la reconnaissance de dette de l'emprunteur. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient chercher de l'argent à la banque, il s'engage à le rendre. Si j'emprunte 100 000 euros à la banque pour acheter un appartement, je signe un contrat de prêt qui est en réalité pour la banque une reconnaissance de dette de ma part. Oui. Je vais devoir rendre tôt ou tard ces 100 000 euros à la banque, qui va donc les récupérer. Donc pour elle, mon papier signé avec ma signature, ça a une valeur de 100 000 euros qu'elle met à son actif. C'est ce qu'elle a. Et donc au passif, elle met ce qu'elle me donne, c'est-à-dire les 100 000 euros en liquide, que je peux dépenser, moi. Ça devient de la monnaie. Donc il y a 100 000 à l'actif, c'est ma reconnaissance de dette, 100 000 au passif, c'est la monnaie. La monnaie, c'est le passif des banques. Mais s'il y a des gens qui commencent à pas payer,
à ne pas pouvoir rembourser. Mettons que j'ai acheté une maison et puis je la revends, elle vaut plus de 50 000. Et je dis au banquier, moi désolé, mais j'ai fait faillite, je peux rien vous donner de plus, c'est 50 000 ou rien. Le banquier, il se retrouve avec un trou de 50 dans son actif. Et là, il peut dire, je suis en faillite. Parce que comptablement, à son bilan, si on regarde, s'il vendait tout ce qu'il a, il ne pourrait pas payer tout ce qu'il doit. S'il vendait 50 000, il ne pourrait pas payer 100 000. Or, les 100 000, il les a déjà payés. Ils sont déjà dans la nature. Ils sont même revenus dans des dépôts sur d'autres banques. Donc, il est impératif pour le banquier d'avoir non pas 50 000 à son actif, mais 100 000 à son actif. Et donc, s'il les a pas, il peut dire, moi, je suis désolé, mais je ferme boutique. Et là, nous, en tant qu'usagers, c'est-à-dire en tant qu'État qui nous représente, on est obligé de dire, ah ben oui, mais attendez, si vous faites faillite, que deviennent nos économies? Ah bah, elles partent en fumée. Ah ouais. Bon? Et que deviennent nos chéquiers? Ah ben vous pouvez plus vous en servir. Et que deviennent nos cartes de crédit? Ah ben elles marcheront plus. Et que deviennent les distributeurs de billets? Ah ben ils sont fermés. Donc, nous sommes obligés de dire aux banquiers, non, nous ne pouvons pas vous laisser faire faillite, c'est pas possible. Donc on va demander à l'État de créer de la monnaie pour vous, de manière à ce que vos 50 000 redeviennent 100 000. C'est ça le quantitative easing. On réinjecte de la monnaie de base dans le bilan des banques, pour pas qu'ils fassent faillite. En se disant, si on les aide à ne pas faire faillite, ils vont se retrouver à l'équilibre, et donc ils vont pouvoir, parce que quand ils sont pas à l'équilibre, évidemment, ils arrêtent de prêter. Instantanément, dès qu'ils voient qu'il y a un risque que leur actif soit inférieur à leur passif, ils arrêtent de créer du crédit, parce que ça les mettrait encore plus en faillite. Oui, donc l'instabilité, c'est un cercle vicieux. Voilà, bon. Or, à partir du moment où les banques sont renflouées, où leur bilan est redevenu équilibré, en théorie, si un emprunteur vient les voir, ils peuvent à nouveau recommencer à lui prêter de l'argent. Mais les emprunteurs, ils ont déjà tous emprunté, puisque l'immobilier a monté, il y a eu des bulles immobilières, et puis il y a des emprunteurs qui n'arrivaient plus à payer leurs charges de crédit, qui ont donc été obligés de vendre leurs actifs, vendre leurs biens immobiliers, ce qui a fait baisser les biens immobiliers, ce qui a détruit la confiance, ce qui a détruit l'envie pour les banques de prêter, ce qui a détruit l'envie pour les emprunteurs d'emprunter. Or, pour qu'un emprunteur emprunte, il faut qu'il y ait un accord entre la banque et lui. La banque ne peut pas prêter à quelqu'un qui n'a pas envie d'emprunter. Donc, si la banque ne peut pas prêter, la banque ne peut pas créer de crédit, donc la banque ne peut pas créer de monnaie. Donc nous, dans notre société grand public, on a de moins en moins de monnaie, il n'y a plus de nouvelles monnaies qui arrivent. Donc on est en crise. Donc le gars qui avait de la monnaie dans les poches et qui allait au restaurant tous les jours, il y va plus qu'une fois par semaine. Donc le restaurateur, au lieu d'avoir 30 couverts, il en a plus que 5. Donc au lieu d'avoir 3 serveurs, il en a plus qu'un. Il y en a 2 au chômage. Donc le fait que, écoutez bien, les banques ne puissent plus prêter fait qu'il y a moins de monnaie dans l'économie, qui fait qu'il y a moins de monnaie dans les poches des gens, donc il y a moins d'activité, donc il y a moins d'emplois, donc il y a plus de chômage, donc il y a plus de gens au chômage, il y a plus de gens dans les rues. Voilà la chaîne causale. Et donc, le quantitative easing, c'est renflouer les bilans des banques en se disant, on espère bien que maintenant qu'on vous a renfloué, vous allez recommencer à prêter. Et les banquiers disent, mais à qui voulez-vous qu'on prête? Il n'y a personne qui veut emprunter. Personne veut acheter, tout le monde veut vendre. Donc moi je veux bien, nos bilans ils sont parfaits, nos bilans, tout va bien, on a beaucoup d'argent, on sait plus quoi en foutre, on est obligé d'acheter des actions, c'est vous dire. Et résultat, ça fait monter la bourse artificiellement. Parce que sinon, on ne sait pas quoi en faire, on ne peut pas dépenser, on ne peut pas le prêter, l'argent que vous nous donnez, on ne peut pas le prêter dans la vie réelle. Personne ne veut emprunter parce que tout le monde veut vendre. Au contraire, tout le monde veut se désengager, veut se désendetter. Les entreprises, les États et les particuliers. Donc on ne peut plus injecter de monnaie dans l'économie, donc forcément la crise continue. La crise s'approfondit. Parce que la solution, c'est pas de renflouer les banques en se disant elles vont reprêter sous forme de dette de l'argent à des emprunteurs, ce qui va réinjecter de la monnaie dans la société, ce qui va relancer l'économie, ce qui va faire que les entreprises vont à nouveau employer, ce qui va nous résoudre nos problèmes de chômage. Une chaîne pareille,
c'est du rêve. Par contre, les économistes, les grands anciens, se sont dit, et les hétérodoxes dont je parle dans le manifeste, c'est pour ça que je l'ai appelé le manifeste des économistes déterrés, parce que j'ai été vraiment déterré des informations qui étaient enfouies depuis 1930. Heureusement que les contemporains m'ont aidé à trouver. Et donc, la pensée consiste à dire, ça marche pas de redonner de l'argent aux banques, de la monnaie de base aux banques, en espérant qu'ils vont créer de la monnaie grand public. Ça marche pas. Alors, si on donnait de l'argent directement aux gens, si on remettait de l'argent, comme disait Milton Friedman, directement dans le flux des revenus, c'est-à-dire dans les poches des gens. D'où l'idée que je soutiens, et qui est soutenue par Steve Keen en Australie, et qui commence à être vraiment soutenue par Lord Adair Turner, l'ancien président de la Financial Service Authority à Londres. C'est pas un rigolo, il est en plein dans le système. Mais il s'aperçoit que tout ce qu'il a essayé, ça marchait pas. Donc il va plus loin, il essaye autre chose. Et donc tous ces gens-là, et les anciens aussi, disent, voilà, on peut faire du quantitative easing, on peut faire de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire réinjecter de la monnaie dans le circuit, mais pas au niveau des banques, au niveau des gens. Et c'est ça qui s'appelle le quantitative easing for the people, c'est-à-dire de l'assouplissement quantitatif, on pourrait dire de la création monétaire, directement pour les gens, pour les populations, pour les citoyens. Et c'est donc la notion de non pas distribuer la monnaie par toute une cascade d'effets, tous qui génèrent de l'endettement, mais au contraire par de la monnaie libre de dette, qui soit injectée directement dans les poches des citoyens. Alors après, par quels moyens, ce sont des choses dont il faut discuter, et dont il faut discuter sérieusement et maintenant. Donc cette idée, ça s'apparente à un revenu de base qui serait financé au moins en partie par création monétaire. Non, c'est pas financé par création monétaire, on réforme complètement la création monétaire, et au lieu de créer de la monnaie en injectant de la monnaie de base dans le secteur dans les bilans bancaires, ce qui permet en théorie aux banques de recommencer à prêter de l'argent sous forme de dette, ce qui au bout du compte réinjecte de la monnaie dans la société, on se dit non, ça marche pas, il faut arrêter de faire comme ça. C'est très bien pour ceux qui sont au sommet de la pyramide, ils s'en mettent plein les poches depuis 500 ans, les immeubles des banques sont les plus beaux immeubles de toutes les villes, le sommet de la pyramide bancaire, la banque centrale des banques centrales, la banque des règlements internationaux à Bâle, c'est un État dans l'État, avec une police privée, avec au-dessus des lois, c'est un conglomérat qui existe en dehors des lois de tout État. Donc ça c'est bien, ça a bien marché pour plein de gens pendant 500 ans. Mais ça y est, on a compris le tour, et donc on a compris le truc, et donc si vous voulez continuer à nous exploiter, trouvez un autre truc, mais la monnaie, non, ça marche plus, on a compris. Donc en fait, on a vu d'où sortait la colombe. Voilà. On a vu dans votre manche le truc, c'est la banque qui sort les colombes de sa manche. On a compris, donc le tour, ça nous fait plus rire, ça marche. Donc en fait, on enlève toutes les étapes intermédiaires de la distribution de la monnaie. Voilà. Donc exactement. Donc on dit, bon, la création monétaire, la monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est un bien public qui circule entre les citoyens, à coût gratuit, quasiment. Sans qu'il y ait besoin que ce soit émis par quelqu'un en particulier, et encore moins émis avec un coût, avec une commission permanente. Bon. C'est un peu comme si vous avez un comptable qui gère votre comptabilité, et le gars il se paye au chiffre d'affaires. Il se paye au nombre de chiffres que vous avez sur votre compte en banque. C'est pas possible. Le gars, il faut qu'il soit payé au forfait, aux heures, au temps qui passe. Voilà. Un banquier, on veut bien le payer au temps qui passe pour faire notre comptabilité, et puis récolter des dépôts, les prêter à ceux qui veulent. D'accord. Ça, ils peuvent se battre, les banquiers, pour récolter, amasser des dépôts, attirer les gens, les épargnants qui ont travaillé et qui vont déposer de l'argent chez eux, et transmettre cet argent-là à d'éventuels emprunteurs qui veulent avoir de l'argent tout de suite au lieu d'attendre d'économiser. Oui, c'est ça le métier de banquier. Ce qu'on voudrait simplement, c'est que le métier de banquier devienne ce qu'on croit qu'il a toujours été.
C'est pas compliqué. Bon. Donc la création monétaire, c'est fini. On ne crée plus de monnaie par l'endettement. Par contre, il faut trouver un autre moyen. Donc, on injecte de la monnaie de la société dans la société. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, il y a eu des époques où c'était l'État qui créait sa propre monnaie et qui dépensait sa propre monnaie dans la société sous forme de travaux ou sous forme de dépenses pour l'État. Ça a donné les réseaux d'autoroutes qui ressemblent non pas à des réseaux mais à des toiles d'araignée. Ça a donné les trains, ça a donné les pyramides gigantesques des multinationales, ça a donné... C'est-à-dire un système pyramidal ne peut donner qu'une société pyramidale. Donc, si on veut, on peut revenir à une création monétaire par l'État. Déjà, ça serait presque un progrès, dans la mesure où, déjà, il n'y aurait pas un intérêt permanent à payer sur notre propre monnaie. Bon. Il y a une proposition en Angleterre qui s'appelle Positive Money, qui conseille de créer un comité monétaire indépendant de l'État, indépendant de la population, informé statistiquement de tout ce qui se passe, et qui décide chaque année de la quantité de monnaie à injecter dans la société. Et qu'il injecte soit sous forme de revenus directement aux citoyens, soit sous forme de dépenses nationales. Ça peut être décidé démocratiquement, où on met l'argent qu'on a autorisé l'État ou la Banque centrale à créer. On peut dire on va financer l'isolation des immeubles, on peut dire on va financer des jardins potagers chez tout le monde, on peut dire on va financer une transition écologique, on peut dire ce qu'on veut, si on décide ensemble. Et donc la solution, moi, que je préconise, et qui finalement, du point de vue tout simplement de la Constitution et des droits de l'homme, parce que quand même la base de notre accord humain, c'est déjà la première phrase, c'est les hommes naissent, c'est comment? Les hommes libres et égaux en droit. Naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Bon. Donc si les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit, il faut qu'il n'y en ait pas qui soient plus égaux ou plus libres que d'autres. Bon, et que ça se traduise dans la réalité. Voilà. Donc on peut dire, si on donne la création monétaire à l'État, bon, il y a encore quelqu'un qui est favorisé parce qu'il sait déjà d'avance où est-ce que allait l'argent. Si on donne c'est ce qui s'est passé avec les banques. Les banques savent où va l'argent et décident où va l'argent. Si on donne même les possibilités de décision à un comité monétaire, on peut se dire, le comité monétaire, comment voulez-vous qu'il soit indépendant? C'est pas possible. Il y a des pressions monstrueuses, etc. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut se défendre. On sait jamais. Voilà, si on le décide, pourquoi pas? Et donc les économistes déterrés dont je parle, et surtout là les tout derniers développements, parlent de quantitative easing for the people, directement pour les citoyens, parce que si on y réfléchit, il y a ce qu'on appelle un principe de subsidiarité, en général, dans les décisions. Le principe de subsidiarité, c'est de dire il faut que ce soit la plus petite unité possible qui prenne les décisions qui la concernent. C'est-à-dire que les décisions nationales peuvent être prises par l'État, régionales par la région, départementales par le département, familiales par la famille, individuelles par l'individu. Bon. Et donc, si on parle d'économie, pourquoi est-ce que des décisions qui finalement au niveau microéconomique se font par les individus, c'est quand même chacun de nous qui décide s'il va aller chez le potager, chez le maraîcher du coin ou chez McDo. C'est ça la décision. C'est avec qui je vais échanger. La décision de base qui finalement forme la société au niveau macroéconomique. Et donc si on se réfléchit à ça, on se dit pourquoi est-ce que les décisions économiques, pourquoi est-ce que la démocratie économique ne serait pas une démocratie directe qu'on appliquerait au niveau le plus fin de subsidiarité, c'est-à-dire au niveau de l'individu. Pourquoi pas? Si les individus sont libres et égaux en dignité et en droit, il faudrait qu'ils aient tous les mêmes droits, il me semble. Or, le droit à l'autonomie et à la liberté économique, c'est un droit fondamental, puisque comme on l'a vu au début, c'est le droit à la vie, qui est matérialisé par les échanges de biens réels, qui sont eux-mêmes matérialisés par les échanges de monnaie. Donc on peut se dire, allons jusqu'au bout de notre raisonnement de liberté et d'égalité, qui va peut-être nous donner la fraternité, et donnons la décision économique au niveau le plus fin de subsidiarité, c'est-à-dire à l'individu. Donc nous savons que, pour que la masse monétaire, nous savons que nous avons actuellement une masse monétaire X, où nous sommes en crise. Donc on sait déjà qu'il en manque un peu, qu'il faudra en rajouter. Bon. Une fois qu'on aura mis la quantité nécessaire, pour que l'égalité des individus entre eux soit respectée,
il conviendrait que chaque individu reçoive la même part de monnaie tout au long de sa vie. Or là, ça n'est plus de la monnaie dette. Elle reste dans l'économie, cette monnaie-là, cette monnaie libre de dette. Elle n'est plus reprise par de l'intérêt, elle n'est plus remboursée par des emprunteurs. Elle est émise une fois pour toutes dans la société. Donc, in fine, la masse monétaire, elle augmente très légèrement au rythme des injections de dividendes universels, individuels, citoyens. À chaque fois que chacun reçoit sa part, évidemment, la masse monétaire globale augmente un petit peu. Donc on peut se dire, pour que l'égalité soit parfaitement respectée au niveau des individus entre eux à un instant T, et au niveau des individus entre eux dans le temps, pour que les vieux n'aient pas plus que les jeunes à la fin de leur vie, pour que le jeune ait le même espoir d'avoir la même chose, il suffit que chaque part monétaire reçue au cours de la vie soit le même pourcentage de la masse monétaire globale pour chacun. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'inégalité qui se construit avec les générations. Donc là, ça rejoint la théorie relative de la monnaie. Tout à fait. Ouais. Donc on peut supposer qu'avec la mise en place d'un système comme ça, on arrive à respecter l'égalité et la dignité de chaque individu. Et que on arrive à ce que, non pas des inégalités ne se créent pas, il y aura toujours des gens qui vont produire plus que d'autres, et donc qui vont s'enrichir plus que d'autres, mais au moins au niveau de la base de la distribution de la monnaie, c'est-à-dire de la distribution d'un minimum de production potentielle pour chaque individu, au moins là on a une égalité au cours de la vie. Donc ça veut dire qu'on pourra, voilà, ça veut dire qu'on pourra toujours se battre contre des riches qui se sont enrichis parce qu'ils sont devenus vieux et qu'ils ont réussi à accaparer. On pourra toujours être envieux de ces gens-là, mais on ne pourra plus dire ils ont reçu plein de monnaie et moi j'ai rien eu. On ne pourra dire que ils ont mieux réussi, mais ils n'ont pas eu plus en monnaie de base que moi. Donc, a priori, on peut se dire on peut avoir une société beaucoup plus lisse au niveau de l'égalité temporelle qui est à la source des révolutions, de la plupart des guerres, de la plupart des conflits qu'on a en particulier entre les générations. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est si on donne de la monnaie, enfin si on, non, pas donne, mais si on distribue de la monnaie comme ça et que justement la masse monétaire augmente, est-ce que ça va pas créer de l'inflation? C'est la grande peur de beaucoup de gens en fait, c'est la question que tout le monde se pose. Oui, je sais, oui. Bon, il y a une peur panique des brouettes. C'est ça. En fait, le problème, c'est les brouettes. Oui, parce que on voit tout de suite le Zimbabwe, la République de Weimar, les gens avec des brouettes pleines de billets pour aller acheter une baguette au coin de la rue. Donc, bon, effectivement, ce sont des dévaluations monstrueuses qui ont pour source le paiement d'une dette. C'est pas le fait qu'il y ait eu beaucoup de monnaie imprimée qui a fait que la monnaie a perdu de sa valeur, c'est le fait qu'il était nécessaire pour ces pays-là d'imprimer beaucoup de monnaie pour payer une dette extérieure dans une monnaie qu'ils ne pouvaient pas créer. Donc ils ont été obligés de créer leur propre monnaie en quantité bien supérieure à ce qui était nécessaire pour eux, non pas pour régler leurs problèmes internes à eux, mais pour régler le problème externe d'un pays étranger qui leur imposait de payer une dette dans une monnaie qu'ils n'avaient pas. Donc c'est un problème qui ne se présente pas quand un pays ou quand un peuple ou quand une zone économique comme l'Europe reprend la souveraineté de sa monnaie et que donc elle imprime elle-même, elle crée elle-même sa propre monnaie pour sa propre zone. Première chose. Deuxième chose, pour être légitime en reprochant à un nouveau système d'avoir un défaut, il faut prouver que le système existant n'a pas ce défaut-là. Ça me semble assez logique. Donc, pour quelqu'un qui prétendrait qu'une création monétaire au profit des citoyens serait génératrice d'inflation, il faudrait nous prouver que le système existant n'est pas générateur d'inflation. Or, on sait, il suffit de regarder les statistiques, que dans le domaine immobilier, par exemple, en particulier, sur une centaine d'années, on a des statistiques en gros maintenant sur, par exemple, Paris et la France. Dans l'immobilier, on a des statistiques sur une centaine d'années, et donc on constate que les prix de l'immobilier, sur Paris par exemple, ont été multipliés par 10 000 en 100 ans à peu près. Donc 10 000, c'est beaucoup d'inflation, 10 000 fois plus. Hein. C'est peut-être un petit peu comme le Zimbabwe ou comme la République de Weimar. Mais bon, comme c'est sur des périodes plus longues, ça se voit moins.
Voilà, deuxième chose. Et puis troisième chose, on n'est pas face à un problème économique seulement. On est face à un problème éthique aussi. On est face à l'usurpation par une partie de la population d'un système de création monétaire subtil qui permet un enrichissement exponentiel de 1% de la population aux dépens de 99% du reste de la population. On est face à une forme d'exploitation difficile à détecter, qui est profondément contraire à la liberté des uns et à l'égalité de tous. Donc quand on est face à un problème comme ça, c'est un peu comme si on était face à l'esclavage en 1850. Et qu'on se dise, ah oui, mais attention, vous savez, supprimer l'esclavage, c'est bien joli, mais comment vont faire les propriétaires de canne à sucre? Qu'est-ce qu'ils vont devenir s'ils n'ont plus d'esclaves? Eh ben, on s'en fout. On s'en fout complètement. Je dirais, à la limite, je vais être provocateur, mais je vais dire, bon, on rénove le système monétaire et on redonne l'égalité monétaire à chaque citoyen et on l'enlève à des privilégiés. Et ça va faire de l'inflation. Eh ben, on s'en fout. On s'en fout. La question, c'est de régler un problème éthique profond, un problème majeur qui est un bug central dans nos sociétés et qui a des conséquences inimaginables, incalculables. Lisez mon livre. J'en parle en long et en large. Et quand on voit les conséquences et les ramifications que ça a, mais il y a un moment, un peu comme dans toute révélation douloureuse, on est dans le déni, et puis après on est dans la colère. Donc l'inflation, c'est un peu un épouvantail, en fait. Enfin, c'est un peu un épouvantail. Bon, ceci dit, et pour terminer avec l'inflation, le problème de l'inflation, dans un système pyramidal, c'est que les émetteurs de la monnaie, eux, savent exactement où va aller la monnaie qu'ils injectent, puisque c'est eux qui l'injectent, dans quel secteur, et donc ils savent exactement dans quel secteur la monnaie injectée va être supérieure à l'augmentation de la production, et donc va générer de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est une injection de monnaie supérieure à la production. Oui, hein, c'est relatif. Voilà. C'est quand il y a trop de monnaie pour la même quantité de choses. Donc, dans un système pyramidal centralisé comme celui que nous avons actuellement, le problème de l'inflation, c'est qu'il y en a qui savent quand elle va avoir lieu, et d'autres qui savent pas. Donc évidemment, quand on émet dans un secteur, c'est un délit d'initié permanent. Parce qu'on sait que, tiens, ah bah ça, forcément, il y a beaucoup de crédits qui arrivent, donc ça va augmenter. Donc je vais me faire un crédit à moi-même, je vais en acheter, et puis je le revendrai quand ça aura augmenté, par exemple. C'est assez facile à donc faire, c'est très tentant. L'inflation, en fait, c'est le problème de l'inégalité face à l'information, voilà. des flux de monnaie. Voilà, exactement. Très bien dit. Donc c'est ça. Donc le problème de l'inflation, c'est aussi, entre autres, un problème d'asymétrie. D'asymétrie de l'information et d'asymétrie d'accès à la monnaie. Et donc est-ce que je subis l'inflation ou pas? Oui. Si je suis au départ, j'en ai pas et j'achète au petit prix. Si je suis à la queue dans le fin fond du Tarn, je vais être obligé d'acheter plus cher. Parce que la monnaie, elle arrivera après. Bon. Oui. Une fois que l'inflation aura eu lieu. Donc là, effectivement, c'est très destructeur, c'est très facteur d'inégalité, c'est très facteur de révolte, c'est très facteur de conflits sociaux, de révolutions, de dévaluation compétitive, de guerre, etc. Là, c'est un problème. Et donc, pour en terminer, avec un système où chacun reçoit la monnaie, non pas parce qu'il l'a empruntée, non pas parce qu'elle tombe au goutte à goutte du sommet d'un centre émetteur, mais reçoit sa monnaie en même temps que tout le monde, au même montant que tout le monde, et pendant toute la durée de sa vie de manière égale, en proportion de la masse monétaire, eh bien, où est le problème de l'inflation? Je veux dire, et encore, le fait qu'on injecte de la monnaie va forcément monétiser des choses qui ne sont pas encore monétisées. Oui, donc il va y avoir des productions, voilà, il va y avoir des productions invisibles, des productions, je veux dire, de biens réels qui sont très visibles actuellement, mais qui ne sont pas comptées dans l'analyse monétaire du produit intérieur brut. Donc ça, tout ça va apparaître. Le gars qui écrit un bouquin qu'il donne gratuitement sur Internet,
Tout d'un coup, s'il reçoit sa part de monnaie, il va se dire bon bah c'est bien, je continue à donner mon bouquin entre guillemets, mais je le donne plus gratuitement puisque je suis payé avant de l'avoir donné. Donc finalement, ça va, c'est mieux. Et donc l'injection de monnaie va générer la reconnaissance d'une nouvelle production. Donc le revenu, si on veut, augmente en même temps que la production monétisée. Donc c'est la définition d'une non-inflation, ça. D'accord, donc en fait c'est un faux procès. Donc en fait c'est un peu, oui, voilà, bon, enfin, faudrait creuser encore, hein, évidemment, il y a sûrement des tas de choses à dire. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, au point où on en est de la réflexion, c'est les réponses qu'on peut apporter. Oui, je pense que ça répond complètement à la question. On va peut-être s'arrêter là, je sais pas si tu as une conclusion. La conclusion, moi je voudrais bien m'adresser aux économistes, aux professionnels. Parce que autant j'ai écrit Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde pour le grand public, vraiment, pour les gens qui veulent comprendre les racines de la crise, les racines du chômage, les racines des conflits entre les pays développés et les pays pauvres, qui veulent comprendre pourquoi il y a des inégalités, etc. Donc toutes les racines sont là, je les ai très bien analysée, décrite et avec toutes les ramifications, mais côté grand public. Autant là, avec le manifeste des économistes déterrés, je voudrais m'adresser aux universitaires, aux professionnels, à tous ces gens qui, certainement, qui veulent, qui auraient envie. On l'a vu aux états généraux de l'enseignement de l'économie. Il y a des chercheurs qui ont envie de lancer des recherches hétérodoxes, mais on leur refuse leur crédit. C'est du terrorisme économique, disent-ils. On voit des professeurs qui disent « Moi, je voudrais bien enseigner des théories un peu hétérodoxes, sortir du néoclassicisme. Mais je ne peux pas. Tout ce qui est à mon programme, il faut bien que je l'enseigne à mes étudiants, sinon ils vont pas avoir leurs examens. Donc je ne peux pas parler de Irving Fisher et de 1934. C'est pas au programme. Bon. Et les étudiants en économie disent ah ben on est très embêtés parce que quand on va à une soirée avec des copains, ils nous disent ah bah tiens, toi qui fais de l'économie, tu vas nous expliquer pourquoi il y a la crise, on ne sait pas quoi répondre. Donc moi je trouve ça un petit peu révoltant, pour pas dire dommage, pardon, pour pas dire révoltant, que tous ces gens-là n'aient pas accès, comme moi, qui Dieu merci ai le temps justement de faire ces recherches-là et en vendant mes bouquins et mes recherches. Et donc ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont tenus par leurs études, par leur programme, par les crédits qu'on veut bien leur accorder. Les chercheurs, les professeurs et les étudiants, ils sont tenus par le mainstream, par le système ambiant. Et donc probablement qu'ils n'ont même pas le temps de s'intéresser à ça. Donc voilà pourquoi j'ai écrit le manifeste des économistes déterrés, c'est pour vous montrer à vous, économistes, professionnels, chercheurs, étudiants, qu'il y a d'autres gens dans le monde qui font des recherches, qui proposent des solutions, qui analysent de manière très claire et très pertinente les cycles économiques, la nature de la monnaie, la nature du crédit et comment remédier à toutes les implications destructrices que ça a sur l'ensemble de notre société. Et donc je vous donne cet ouvrage-là qui est technique, qui est destiné à des économistes, à des étudiants et à des chercheurs, pour vous donner une photographie, un bilan de l'état actuel de la recherche, de pointe en économie. Et pour vous dire, ça commence à jaser, ça commence à réfléchir là-haut, au FMI, à l'OCDE, dans les banques fédérales, dans les banques centrales. Et lisez vite ce truc-là, comme ça au moins vous serez au courant. Et vous pourrez peut-être faire pareil ici. Très bien. Voilà ce que je veux. Merci. Et puis, bonne route au manifeste des économistes déterrés. C'est parti. C'est parti. C'est pour aujourd'hui, 6 juin 2013. Voilà. Merci Marie-Laure. Mais de rien. Ciao, ciao.